3 morts et 14 blessés hier le 30 vers 19h45 à Bunia. 2 bandits armés, 2 Codeco, ou bien des ADF Nalou, 2 FRDC, ou simple règlement des comptes, mais ceci est le résultat d'un fusillade qui jusque-là reste un peu flou, dont on ne sait pas à qui attribuer la responsabilité. Les premières enquêtes nous parlent de personnes non identifiées, armées, dont on reste à vérifier. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analyse en Congo. Merci, abonnez-vous, restez connectés sur cette chaîne pour qu'ensemble on fasse une grande communauté. S'il vous plaît, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Partagez dans votre groupe ou dans des groupes dans lesquels vous êtes. Abonnez-vous massivement. Faisons le mieux d'avoir 1 million d'abonnés sur TikTok. Aujourd'hui, nous avons 70K. Merci, c'est grâce à vous. Nous sommes entrés d'aller petit à petit. Nous avons plus de 50K sur YouTube. C'est aussi grâce à vous. Et nous demandons à ce que nous rendons cette communauté grande. Suivez-nous aussi sur Facebook et ne manquez pas de visiter notre site web. Alors, voilà, nous venons de vous informer que hier vers 19h, aux environs de 19h dans les quartiers Yambia Oya, je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé les noms, Yambia Oya, vers le rond-point 0, non loin de l'hôtel Tendera, c'est juste à côté de Sauna, il y a eu une fusillade, et la fusillade a résulté sur 3 morts, dont une femme, et directement, ces 3 personnes décédées ont été évacuées et amenées vers la morgue de Balia. Les 14 blessés, parmi les 14 blessés, on compte 3 femmes, dont 13 sont des civils, seulement tous. Ils sont des civils et un policier qui était en armes. On signale qu'il y avait un policier en armes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il dehors, c'était dans un bar. Les images sont tellement atroces qu'on ne peut pas vous montrer puisqu'elles peuvent être sanctionnées. Pendant que les gens étaient en train de boire à l'intérieur, il y avait un policier en armes ivre qui se promenait dehors. Et d'un coup, il va venir 3 personnes sur une moto et ils étaient armés. Ils étaient en tenue civile mais avec des armes et ils ont ouvert le feu et voilà, ils sont partis. Nous pouvons dire qu'ils sont venus peut-être cibler quelqu'un. Cela démontre qu'ils sont venus cibler quelqu'un puisqu'ils n'ont rien demandé, ils sont juste arrivés et ils ont ouvert le feu. Est-ce que c'est un acte de sabotage ou bien on visait quelqu'un ou c'est un message passé? On peut se poser beaucoup de questions. Peut-être ils envoient un message pour dire que nous allons revenir. Peut-être aussi ils envoient un message pour commencer à insécuriser la ville de Bunia en elle-même. Ou peut-être aussi ils ciblaient une personne inconnue qu'on ne connaît pas et c'était une question de règlement des comptes. On peut le dire comme ça. Là, c'est le premier aspect, excusez-nous. Par contre, nous sommes dans une zone qui est totalement insécurisée. Nous sommes dans une province à insécurité maximale. Donc, tout est possible d'arriver et tout est possible d'être vu. On ne peut pas écarter d'autres pistes. Il faut aussi comprendre que la ville de Bunia, elle est pas surmilitarisée, elle est surarmée. Puisque pourquoi je dis surarmée? Il y a beaucoup d'armes en circulation dans les mains des civils avec la prolifération de tous les groupes armés, puisque vous allez comprendre avec moi que chaque groupe, chaque tribu sur les 21 tribus qui sont dans les provinces d'Ituri a ses groupes armés et par certains assessments que nous sommes en train de faire, j'ai découvert que le groupe Codeco, il a 7 sous-branches. Donc, il est possible que chaque branche, un groupe armé, a aussi des sous-sous-branches. Alors, si seulement Codeco a 7 sous-branches, on ne parle pas des autres communautés, c'est-à-dire chaque communauté, 21 communautés qui a chacune son groupe armé. Et si chaque groupe armé de chaque tribu avait au moins 5 sous-branches, nous sommes en train de parler pour la simple province de l'Ituri. Peut-être on va parler des 100 groupes armés. Et les 100 groupes armés, peut-être chacune de ces groupes armés a le minimum possible de 20, disons seulement de 100
100 ou 150 personnes. S'ils ont la moyenne de 150 et par là de 100 groupes armés, c'est-à-dire il y a au moins 1500 ou on peut aller même au-delà de 15 000 personnes qui détiennent des armes en circulation qui ne sont pas des militaires. Ajouter à l'effectif de la FARDC, ajouter la police, ajouter l'armée ougandaise qui est sur place et des bandits armés qu'on ne peut pas contrôler. Donc la situation, elle demande beaucoup d'implication de la part de l'autorité au niveau national qu'au niveau provincial. Mais ce que j'ai remarqué avec la province de l'Ituri, comme on sait que c'est une guerre ancienne, on peut le dire, c'est une guerre ancienne, on arrive nous-mêmes, la RDC, on ne médiatise pas ce qui se passe en Ituri comme on médiatise ce qui se passe dans le nord et le sud Kivu. Ce qui se passe dans le nord et le sud Kivu, comme ça attise la haine vis-à-vis d'un peuple, comme on a besoin d'attiser la haine vis-à-vis de ce qu'on appelle communément le Tutsi ou bien le Rwanda, c'est pourquoi on envenime trop ce conflit-là, alors que ces conflits demandent juste que les gens s'asseyent, qu'ils discutent et qu'ils parlent, ainsi ils vont résoudre des problèmes. Mais le problème de l'Ituri est tellement profond qu'on arrive à l'ignorer et on fait de ça un serpent qui devient chaque jour, à multiples têtes. En Ituri, par exemple, vous avez affaire aux ADF Nalou, vous avez affaire à la fois aux groupes armés tribales, vous avez affaire à des questions liées à la politique, vous avez affaire aux questions liées à l'économie, vous avez aussi des questions d'envahissement d'un pays vers un autre qui, malgré que ça prend la forme des opérations conjointes, mais nous connaissons tous la présence de l'Ouganda comme elle est là. Alors, toute la question est de savoir pourquoi le gouvernement central ignore autant le problème de Bunia. Mais l'Ituri, disons, pourquoi on fait semblant de ce qui se passe et ce qu'il y a en Ituri au détriment des autres? Est-ce que les Ituriens ne sont pas aussi des Congolais? N'ont-ils pas droit à vivre comme tout Congolais? Est-ce que c'est puisque quand vous parlez du Rwanda, ça vous donne du crédit ou bien ça dit que vous êtes le véritable Congolais? Est-ce que c'est puisqu'on parle là de balkanisation, alors que la vraie, et si on regarde très bien, balkaniser les pays à partir de l'Ituri, c'est encore mieux, puisque là, il y a un soubassement de problèmes entre certaines communautés qui se tiraillent, mais qui n'est pas réellement vrai. Vous avez suivi, je vous ai laissé les 25 minutes de l'interview que nous avons eue avec les notables de l'Ituri, et nous pensons que nous allons continuer à avoir du temps si nous accorde. Ainsi, nous allons chaque fois discuter de certaines petites choses ensemble. Merci à vous tous qui suivez. Merci à vous tous qui êtes connectés. Restez connectés et branchés avec nous. Nous ne manquerons toujours pas de vous partager et de faire des analyses de partout en RDC, dans la région de Grand Lac ainsi qu'en Afrique centrale. Notre spécialité, c'est analyser et comprendre ce qui se passe et aussi faire des recommandations à nos très chers gouvernants. Par exemple, il faudrait que le gouverneur de l'Ituri multiplie la vigilance. À ce moment-ci, je pense que depuis hier où l'événement était passé, j'espère qu'il y a eu un conseil spécial pour essayer d'établir les responsabilités et savoir les causes. Aussi, la population, elle devait prendre le temps de pouvoir collaborer avec le gouvernement pour lui apporter l'appui nécessaire. Mais la population s'est toujours plaint que chaque fois qu'on amène l'appui nécessaire au gouvernement, le gouvernement en fait semblant. Est-ce que ça vient encore corroborer la thèse de tout ce que les Ituriens sont en train de dire, que l'état de siège est celui qui a envenimé plus la situation et que l'état de siège a ignoré totalement ses responsabilités? L'état de siège est devenu un élément pour qu'il parle du développement, puisqu'ils veulent soutirer l'argent, ils veulent détourner, alors que les mobiles principales pour lesquels ils étaient venus, c'est la sécurité. Ils ont abandonné la reddition des groupes armés, mais ils ont multiplié les groupes armés et ils ont multiplié l'insécurité dans la province. Monsieur le gouverneur, avez-vous failli à vos responsabilités ou bien vous avez augmenté les taux de l'irresponsabilité dans la province? Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui que Luboya est le cerveau central de l'insécurité dans la province de l'Ituri? Ou comment? À vous les claviers, bonjour, bonsoir.